Voilà. Julien, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, mes chers consoeurs, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs. La Société française de médecine de catastrophe a organisé au mois de mai 2015 à Paris une session consacrée au retour d'expérience de la fusillade Charlie Hebdo. Le président Lauger et le professeur Huguier ont assisté à cette session, placée sous le haut patronage de l'Académie. Ils nous ont proposé de retenir ce thème pour une séance de l'Académie. Nul n'avait prévu alors son actualité renouvelée. Nous sommes très honorés de l'attention qui est portée aujourd'hui par l'Académie nationale de médecine à la médecine de catastrophe. Sur recommandation du professeur Cambier, 4 communications ont été programmées. Une présentation de la médecine de catastrophe à la lumière des attentats que je vais prononcer, un panorama de l'armement terroriste présenté par M. Hubert Valade, policier, je rajouterai du RAID pendant pas mal d'années, récemment retraité. Vous savez que les policiers en activité n'ont pas le droit de s'exprimer. L'organisation des secours et des soins d'urgence sur le terrain par le professeur agrégé du Val-de-Grâce, Jean-Pierre Tourtier, actuel médecin-chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. La préparation et l'organisation de l'accueil hospitalier par le professeur Benoît Vivien, qui est responsable de l'enseignement de la médecine de catastrophe au SAMU de Paris. C'est en réponse à une première vague d'attentats à Paris pendant la décennie 80 que la médecine de catastrophe a été théorisée. Devant ces situations d'urgence nouvelles, avec des victimes nombreuses, le médecin-chef du SAMU de Créteil, Pierre Huguenard, et le médecin-chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le médecin général René Noto, ici présent et que je salue, ont proposé une organisation adaptée de la relève et de l'accueil des victimes. Parallèlement, à la même époque, l'envoi par la France de colonnes de secours pour séisme ou cyclone va conduire à une réflexion sur la prise en charge de victimes en très grand nombre dans des zones géographiques distantes. Le premier abord ontologique, logique, a consisté à classifier les situations de catastrophe. C'est ainsi qu'ont été distingués 3 types. Les catastrophes technologiques, dues à l'activité de l'homme, comme les accidents industriels ou de transport. Les catastrophes ayant une origine naturelle, géologique, tremblement de terre par exemple, glissement de terrain, météorologique, les cyclones, les inondations. Les catastrophes sociales ou sociétales, comme les grandes manifestations, le terrorisme. Cette première classification est devenue d'usage courant et connue par tout le monde, et employée par tout le monde. Elle a été complétée par la catégorie des catastrophes sanitaires, depuis l'émergence des pandémies de grippe et l'épidémie de type Ebola. Cette catégorie est également décrite sous le nom de situation sanitaire d'exception. Née en France, la médecine de catastrophe a 2 racines. La plus ancienne est la médecine des armées. Depuis Dominique Larrey et le baron Percy, qui ont leur statut dans le hall, le service de santé des armées organise et effectue la relève des blessés en nombre sur le champ de bataille. La seconde est la réanimation préhospitalière. Elle est pratiquée par les médecins des SAMU et les médecins sapeurs-pompiers, qu'elle fait intervenir au pied de l'arbre, c'était l'expression du professeur Serre. Ce sont ces chirurgiens, ces médecins réanimateurs qui, confrontés sur le terrain aux difficultés de traitement de victimes en nombre, ont précisé les méthodes et les tactiques adaptées. Raoul Fabre, médecin général, a proposé de mieux définir la situation de catastrophe. C'est l'inadéquation entre l'augmentation brutale des besoins sanitaires et l'offre de soins disponible. L'intérêt est de ne pas lier la situation de catastrophe au seul nombre des victimes. Un interne de porte, confronté à l'arrivée concomitante de 15 blessés accidentés, par un accident de la route par exemple, est dans la nécessité d'employer les techniques de médecine de catastrophe, comme son confrère envoyé à Haïti, et ça a été vécu, qui, au décours d'une rue, se trouve face à plusieurs centaines de blessés regroupés devant un hôpital démoli. L'exercice de la médecine de catastrophe s'effectue dans un cadre pluridisciplinaire. Qu'il s'agisse du tremblement de terre, d'un épandage toxique, d'une attaque terroriste, le médecin a besoin de spécialistes du sauvetage des blessés pour secourir les victimes, de chimistes pour identifier et neutraliser les toxiques, de policiers pour assurer la sécurisation du site,
de transmetteurs et d'autres spécialistes sans lesquels il ne peut travailler. La connaissance des capacités et des impératifs de chacun, techniques de chacun, s'impose à tous. Un faisceau de compétences soutient l'activité de soins du médecin. Les infirmiers, auxquels il peut être amené à déléguer des actes, les pharmaciens qui apportent leurs compétences dans la dispensation des médicaments et des matériels, mais aussi en matière de toxicologie ou d'hygiène, par des psychologues qui complètent les équipes de psychiatres, par des vétérinaires pour gérer les aspects animaliers et la sécurisation des circuits d'alimentation. Catastrophe est un mot d'origine grecque qui veut dire bouleversement, rupture, désordre, chaos. Et le nombre et la variété des sauveteurs ne doit pas ajouter à la complexité de la situation et générer une deuxième catastrophe, ce qui s'est vu trop souvent. Un effort d'organisation doit préserver la pleine capacité des moyens engagés. L'acte médical doit être intégré dans un ensemble pluridisciplinaire et hiérarchisé. Dans ce but, Alain Larcan a proposé de distinguer deux types de catastrophes pour lesquelles les secours ont un agencement différent. Les catastrophes majeures et les catastrophes à effet limité. Pour ces dernières, 3 modes complémentaires de gestion ont été définis. La planification des secours, par 2 plans, et des soins d'urgence, qui consistent, en tenant compte des retours d'expérience, à définir la meilleure organisation. Le plan précise les fonctions et en désigne des responsables, dans une chaîne hiérarchique unique. Il prévoit les moyens humains et matériels de première intention qui seront renforcés à la demande. Ce plan est connu sous le nom de plan rouge et a été rebaptisé NOVI, acronyme de nombreuses victimes. Lorsqu'il est déclenché, le plan doit répondre aux particularités spatio-temporelles, qualitatives, quantitatives de la catastrophe concernée. Cette adaptation est confiée à un médecin. C'est le directeur des secours médicaux. C'est une exception française. Le plan blanc complète le plan NOVI et organise l'accueil hospitalier afin d'en prévenir la saturation et la désorganisation. Limité dans un premier temps aux seuls hôpitaux publics, le plan blanc a été étendu maintenant aux établissements privés afin de renforcer les capacités d'accueil et de traitement. Initiée en 1981 et étendue dans tous les départements, cette démarche opérationnelle a subi avec succès l'épreuve du feu pour tout type de catastrophe à effet limité. Des incendies, le terrorisme par bombe ou par fusillade, rue des Rosiers par exemple, accidents du trafic, routier, aérien ou ferré. Elle a été adaptée à la prise en compte de victimes intoxiquées par des produits chimiques de guerre ou nucléaires après l'attentat de Tokyo par la secte Aoun. La survenue d'une catastrophe majeure, comme le séisme destructeur, atteint les capacités locales de secours et de soins. Les hôpitaux sont détruits, comme les casernes de sapeurs-pompiers ou les postes de police. Elle oblige à envoyer des détachements d'intervention. La Direction générale de la sécurité civile du ministère de l'Intérieur, l'établissement public de réponse aux urgences sanitaires, les PRUS, du ministère de la Santé, sont chargés de former, d'équiper, d'envoyer des médecins et des personnels de secours dotés de matériel nécessaire et d'une autonomie de fonctionnement de 10 jours. Cette capacité de réponse s'adresse au premier chef aux catastrophes naturelles et sanitaires auxquelles sont exposés pour la France les départements d'outre-mer. Ils entrent également dans le cadre des secours prévus par la communauté européenne. Sur ce petit schéma, 700 Français, médecins, sapeurs-pompiers en rouge, gendarmes, sont allés à Haïti pendant 3 semaines pour secourir les victimes. Sur le terrain de catastrophe, la médecine de catastrophe est une médecine de masse. Sur le champ de bataille, il faut savoir distinguer les victimes dont l'état nécessite une prise en charge sans retard, sous peine d'aggravation ou de décès. C'est le but du triage. Cette technique de terrain, difficile, demande de retarder les soins de quelques-uns pour donner priorité aux autres et finalement permettre au personnel de santé en nombre insuffisant
de donner le plus de chances au plus grand nombre de blessés. Le triage pose des problèmes éthiques que seuls justifient l'inadéquation des besoins et des moyens. Les médecins de catastrophe sont également confrontés à des états cliniques pour lesquels ils étaient peu ou mal préparés. Le blast lors d'explosions, les crush syndrome lors d'effondrements d'immeubles, les brûlures associées aux intoxications par les fumées d'incendie, la contamination par des produits industriels ou des armes chimiques, les plaies balistiques. Des techniques et des moyens ont été développés. La décontamination de masse, l'anesthésie procédurale, le damage control, l'amputation de dégagement, la nécrotomie, qui en sont des exemples, que je n'ai pas beaucoup de temps de présenter ici. Dès 1990, il est apparu que les victimes d'attentats, confrontées à la mort, présentaient des blessures psychiques pour lesquelles un dépistage et une prise en charge précoce contribuaient à en prévenir ou atténuer les effets à long terme. Les cellules médico-psychologiques ont été déployées dans tous les départements. Sur le terrain de la catastrophe, le médecin ne dispose que des matériels et des médicaments qu'il a emportés. Or, quand survient la catastrophe, le temps est compté. Tout doit être prêt, bien conditionné, non périmé. Les lots catastrophes ou postes de secours mobiles sont gérés par des pharmaciens, des biotechniciens. Ils sont prédisposés dans les SAMU, les établissements logistiques de l'EPRUS et de la sécurité civile. Des matériels spécifiques ont été inventés, fabriqués. Citons les brancards de catastrophe légers et empilables, les abris PMA équipés de chauffage, d'éclairage, les rampes de distribution d'oxygène pour victimes multiples, l'oxybus d'Alain Alarcon. Des bateaux d'intervention, des hélicoptères et des avions d'évacuation sont disponibles. L'ESCRIM, qui est un hôpital projetable avec bloc opératoire, unité d'imagerie et de laboratoire, a été engagé lors des séismes destructeurs en Afghanistan, en Iran, en Turquie, en Haïti. Plus de 700 médecins, gendarmes, sapeurs-pompiers français ont été engagés à Haïti. L'appui des médecins légistes doit être prévu, les normes d'hygiène rétablies, le suivi épidémiologique assuré. L'intervention peut nécessiter une protection individuelle contre le risque chimique, biologique, radiologique, qu'il faut savoir revêtir et utiliser correctement. Des unités de décontamination de masse ont été créées pour traiter les victimes civiles en nombre, des médicaments et des matériels prévus, comme celui que vous voyez en bas. Les personnels de santé, comme les sapeurs-pompiers ou les policiers, doivent être formés et intégrés et entraînés à ces particularités opérationnelles. Toute improvisation est génératrice d'inefficacité, sinon de mise en danger. 8 facultés de médecine forment depuis 1981 les personnels de santé, médecins et infirmiers. Des écoles et des instituts de gestion de crise sanitaire incluent des modules de médecine de catastrophe. Les PRUS, l'école du Val-de-Grâce, ou comme les écoles de sapeurs-pompiers, dispensent des programmes de formation adaptés. La formation continue est assurée par la Société française de médecine de catastrophe que j'ai l'honneur de présider aujourd'hui. Quelle a été l'application de la médecine de catastrophe à la série de fusillades qu'ont subi la France et la Belgique? Il s'agit d'attentats multisites. L'étude des attentats de Madrid en 2004, de Londres en 2005 et de Bombay en 2008 ont conduit la brigade des sapeurs-pompiers de Paris à préparer un plan d'intervention adapté à ce nouveau risque, le plan rouge alpha. Il prévoit notamment l'injection raisonnée de moyens et la constitution de réserves pour faire face à un éventuel nouveau site d'attentat. Sur le terrain, un tri plus discriminant des victimes doit amener sans attendre les victimes les plus graves au bloc chirurgical. Il est complété à la régulation médicale du SAMU par le plan Camembert qui vous sera présenté par le professeur Vivien. Le matin des attentats du 13 novembre à Paris, ce plan a fait l'objet d'un exercice commun entre BSPP et SAMU. Les attentats ont été le fait de terroristes kamikazes. Leur intention était de tuer par des rafales d'armes automatiques, mais également par des exécutions au coup par coup, ce qui explique le très grand nombre de morts sur le site du Bataclan. Le portage des bombes par les kamikazes a pour but d'atteindre le plus grand nombre de victimes aux meilleurs endroits et moments. 2 types de bombes ont été utilisées. À Paris sous forme de gilets explosifs, à Bruxelles sous forme de bagages
beaucoup plus lourd et meurtrier. L'attaque d'un rassemblement de foule était prévue, en l'occurrence le stade de France où se déroulait le match de foot France-Allemagne. Le massacre programmé a été déjoué par la décision du président de la République présent de faire continuer le match dans le but de donner aux forces de l'ordre le temps de sécuriser les abords avant la sortie du public. L'explosion des terroristes kamikazes au milieu des spectateurs a pu ainsi être évitée. Les équipes de secours et de soins sont intervenues sans que les conditions minimales de sécurité aient été assurées. Un véhicule d'intervention de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris a reçu 17 impacts de balles. Dans un poste médical avancé, les médecins du SAMU se sont couchés sur leurs victimes pour ne pas être victimes de balles et pour protéger leurs blessés des tirs. Ceci pose la question de la dotation d'équipements de protection balistique individuelle aux sapeurs-pompiers et aux médecins qui interviennent, mais il faut savoir qu'un gilet balistique pour protéger d'un tir de Kalachnikov pèse 17 kg. Chaque type d'agression génère des atteintes différentes. Les blasts sont dus aux explosions, les plaies ouvertes aux armes balistiques, les brûlures à la déflagration. S'y ajoutent les otages en nombre, les blessés psychiques. Chacun de ces types d'agressions nécessite des soins appropriés, qui ont une cinétique et des techniques propres. Leur combinaison lors de la vague d'attentats a beaucoup compliqué l'organisation des secours et des soins d'urgence. À Paris, l'exceptionnelle capacité d'accueil et de traitement de la PHP a autorisé l'admission de l'ensemble des blessés. Elle a été renforcée par le retour spontané des personnels soignants disponibles un vendredi soir alors qu'ils étaient alertés par les médias. 2 hôpitaux militaires, Percy et Bégin, spécialisés dans ce type de brûlure, ont majoré la capacité d'accueil parisienne. Vendredi soir tard, les blocs opératoires étaient disponibles. Ceci a facilité la prise en charge des blessés en nombre dans la nuit, le samedi et le dimanche qui a suivi. Ces circonstances ont été très favorisantes. Elles ne se retrouveraient pas en d'autres villes ou à d'autres moments. Le nombre des Parisiens confrontés directement à la mort a été très élevé. Les cellules médico-psychologiques ont été mobilisées pour repérer et prendre en charge les victimes de blessures psychologiques susceptibles de conduire à des syndromes post-traumatiques. Plus de 5000 Parisiens ont consulté pendant près de 3 semaines les psychiatres et les psychologues mis à leur disposition à l'Hôtel-Dieu, dans les mairies et à l'école militaire. Les plus gravement atteints sont suivis en consultation spécialisée hospitalière à l'Hôtel-Dieu, à Saint-Antoine et à la Chia Percy. La prise en charge d'attentats récentes a fait appel à Paris comme à Bruxelles aux techniques de médecine de catastrophe dérivées de la médecine des armées dont elle est application civile. Si l'unanimité s'est faite pour reconnaître le dévouement, le courage des intervenants, la disponibilité et l'efficacité des personnels hospitaliers, des marges de progrès sont encore possibles. Chaque crise, chaque catastrophe doit être l'objet de progrès. C'est ce à quoi nous nous efforçons pour améliorer encore la prise en charge des victimes. Je ne saurais terminer cet exposé sans saluer la mémoire d'Alain Larcan, sans lequel nous ne serions pas devant vous aujourd'hui. Nous laissons là maintenant la parole aux 3 spécialistes qui étaient sur le terrain et répondront ensuite 2 par 2 aux questions si le président veut bien nous autoriser. Je vous remercie de votre attention.